Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 9, les personnages en groupe. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debrousse. Alors, on a parlé des personnages, c'est évidemment un sujet inépuisable, mais on a donné quelques briques de base très élémentaires dans la saison 1. Là, on voulait s'attaquer à la question de groupe de personnages, la question de dynamique de groupe. Comment un personnage s'inscrit dans un groupe? Comment un groupe fonctionne-t-il? Comment est-ce que éventuellement on peut gérer ça? L'idée de groupe de héros est relativement courante dans les genres de l'imaginaire, et je pense qu'elle l'est d'autant plus depuis 20-30 ans. Notamment en fantasy, je pense que ça découle de l'influence du jeu de rôle, où on a le groupe de personnages. Alors évidemment, c'était déjà le cas dans Tolkien avant l'invention du jeu de rôle, mais c'est quelque chose qui s'est d'autant plus marqué. Mais la notion de groupe de personnages agissant ensemble ou pas peut se retrouver dans tous les genres et dans tous les récits. Qu'est-ce que c'est qu'une dynamique de groupe intéressante entre personnages? Alors, on parle donc du coup a priori de gens qui agissent plus ou moins ensemble. Sinon, c'est pas un groupe, ce sont des opposants. Bonne question, parce qu'en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Un groupe, c'est quelque chose de plus qu'une somme d'individus. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va pouvoir traiter à la fois individuellement et en gros. C'est ça qui est intéressant. Et donc ça pose le problème de la coopération et de l'autorité. C'est-à-dire le conflit entre intérêt collectif et intérêt personnel. Donc le groupe a ceci d'intéressant pour moi, je trouve, de permettre de développer le rapport psychologique et politique au monde de chacun des personnages. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Je trouve que le groupe, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il comporte aussi des pièges. Par exemple, on va avoir tendance, ça peut être quand on crée un groupe, on peut avoir la tentation de multiplier les personnages pour faire avancer une histoire. Mais en fait, ça, c'est une fausse solution. Oui. Parce qu'en réalité, on va multiplier les interactions, forcément, mais de façon, en fait, plus on rajoute des personnages, plus les interactions deviennent exponentielles. Oui, la combinatoire... devient exponentielle. Donc c'est une fausse solution de penser que parce qu'on va rajouter des personnages, ça va rajouter de la matière. En réalité, non. Parce qu'il y a aussi une problématique dans le groupe, dans la multiplicité des personnages, qui est que un personnage est à la fois une instance et à la fois un personnage en soi, mais aussi il représente quelque chose dans le groupe. C'est une instance. Alors, sans aller dans les extrêmes comme le bon, le méchant, il va représenter par ses caractéristiques psychologiques une tentation d'aller vers une direction. Donc c'est là où c'est intéressant, mais c'est aussi un piège, et notamment quand on les multiplie. Moi, personnellement, alors j'ai beaucoup créé de groupes dans mes romans de science-fiction, c'est souvent des histoires de groupes. Alors j'ai expérimenté des fois, par exemple, dans Arago, par exemple, je m'étais dit, je vais faire 15 personnages de premier plan, sans aucun personnage qui se détache vraiment. Bon, c'était une expérimentation, ça n'a pas très bien marché. et après, je suis revenu à quelque chose de plus humain, on va dire. Et pour moi, personnellement, la taille maximum d'un groupe, dans un roman de 300-400 pages, c'est 5 ou 6, en fait. Ouais. Au-delà, ça devient quand même difficile de se mettre successivement dans la peau de chacun des personnages. Je trouve. Même si on peut le faire. J'ai essayé de le faire avec Arago, ça n'a pas très très bien marché. Moi, je suis d'accord vraiment sur ce que tu viens de dire. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur la philosophie, le rapport au monde apporté par chacun. Il y a une chose que je trouve intéressante et en même temps extrêmement casse-gueule dans cette notion de groupe, c'est la question de l'utilité du personnage et du rôle qu'il a à l'intérieur du groupe, qui effectivement peut faire tendre vers la caricature de jeu de rôle par moment. On va voir le gros bourrin qui tape, on va voir l'intello, on va voir tout ça. Sauf que quand je prends des exemples d'histoires qui m'ont marqué justement au niveau du groupe, on retrouve ça de manière souvent un peu plus subtile. On va souvent avoir effectivement le héros central, etc. On va avoir souvent un personnage qui a une connaissance dans un domaine et à un moment donné savoir sortir. Un type par exemple d'interaction que j'aime beaucoup, et je pensais à ça dans un roman que je traduis actuellement, où on a par exemple des personnages qui ont un peu un effet comique parce qu'ils ont des caractéristiques, c'est vraiment too much. On a un personnage par exemple qui est anxieuse à un tel point qu'elle passe son temps à faire des listes des choses qui pourraient se produire. Parce que il y a une espèce de superstition. Si je prévois toutes les catastrophes, au moins il va se produire une catastrophe contrôlée. Donc, bon, les 100 premières pages on rigole, et arrive un moment où régulièrement ce personnage va se trouver avoir sous la main l'objet auquel personne d'autre n'a pensé, parce qu'on a suffisamment bien amené le fait que ce personnage est comme ça. Il peut y avoir une manière assez subtile d'amener ces choses-là, et je trouve ça très intéressant comment on peut ancrer un personnage dans un rôle sans pour autant tomber dans cette espèce de caricature.
Je pense que le problème des entre guillemets groupes de jeux de rôle, c'est-à-dire le côté un peu mécaniste où il y a l'intello, le guerrier, etc. Je pense que un de ces effets-là est créé, ce qui est marrant, parce que c'est un truc qu'on voit pas autour d'une table de jeux de rôle en réalité, c'est créé par le fait que c'est un groupe de héros. Et c'est un groupe de héros qui vont tous agir communément pour le même truc. Et en fait, finalement, c'est jamais que un seul et même personnage avec plusieurs facettes. Il y a un bras qui tient un livre de sorts, il y a un bras qui tient une épée, etc. Ce qui, à mon avis, donne beaucoup plus d'intérêt, de vie et de carburant au fonctionnement d'un groupe. C'est ce que tu disais, Laurent, c'est tout ce qui va créer du conflit. On n'est jamais 100% d'accord, y compris avec ses potes. Et tout ce qui va créer du conflit, c'est-à-dire peut-être sur la manière de procéder ou sur différentes visions du monde. Il n'y a pas de mystère sur pourquoi le buddy movie, le film avec le bon flic et le méchant flic. Moi, je prends fréquemment, par exemple, l'exemple de L'Arme Fatale. L'Arme Fatale, est-ce que quelqu'un se rappelle des méchants de L'Arme Fatale? Non, tout le monde s'en fout. Tout ce qui compte dans L'Arme Fatale, c'est la relation conflictuelle entre Riggs et Murtaugh. Et pour moi, justement, tous cette espèce, ils sont unis par un même but, mais ils ont des façons totalement diamétralement opposées. C'est ça qui fait marcher. Est-ce qu'un groupe commence à partir de 2? C'est juste, c'est un exemple extrême. Je me pose la question parce que voilà, c'est un tas de sable. Pour moi, ça commence à partir de 3 en fait. Oui. Pour moi, un groupe, c'est plus une sorte de matrice de personnages qu'on va jeter dans une situation, enfin qui vont voyager ou qui vont être où il va leur arriver des choses. Et des personnages vont se détacher, en fait, en fonction des réactions les plus intéressantes face à ces trucs. Et souvent, d'ailleurs, des fois, ça redéfinit même le héros d'une histoire. Où on va se dire, ah tiens, ce personnage qui était secondaire, il commence à devenir intéressant. Il commence parce qu'il va évoluer à l'intérieur. Il a sa propre progression dramatique. Et la progression dramatique d'un personnage, elle peut nous surprendre aussi. Et donc, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'un personnage qui était secondaire, tout à coup, il va se mettre à devenir intéressant et à émerger de cette espèce de creuset, quoi. Pour moi, un groupe, c'est un creuset. Tout à fait. Personnages. Moi, j'allais rebondir en fait sur ça. Quand on avait parlé des personnages, j'avais donné un exemple et en fait, je reviens toujours systématiquement à cet exemple parce que pour moi, c'est ce que je connais de plus parlant. Ce qu'a fait Joss Whedon avec ses personnages dans Buffy. En matière d'interaction de groupe et de création de personnages, c'est vraiment un modèle. Et quand je t'écoutais ce que tu viens de dire sur le personnage secondaire, c'est typiquement le personnage de Willow en fait, qui est au départ la petite bonne élève, qui est là effectivement parce qu'elle connaît les choses. C'est l'intello du groupe et qui va se détacher d'une manière jusqu'à devenir un personnage extrêmement dangereux vers la fin et extrêmement riche. Et c'est une progression de personnage secondaire absolument grandiose. Et moi, ce que je retiens quand je regarde typiquement Buffy et le fonctionnement du groupe, c'est de se rappeler que chacun a sa philosophie, c'est une chose, mais chacun a sa propre vie en dehors, enfin, a sa vie dans le groupe et a sa vie en dehors du groupe, et chacun va, à un moment donné, traverser des problèmes personnels, je sais pas, des ruptures, des choses comme ça, qui influent aussi sur le rapport au groupe, qui influent sur le rapport à l'histoire. Et je trouve que c'est intéressant de se rappeler que, quand on écrit de manière un peu maladroite des personnages en groupe, on a tendance à soit tout focaliser sur le héros, les personnages ne réagissent que par rapport au héros, ou que par rapport à la quête, ou que par rapport à autre chose. Oui. Et ce que montre bien Buffy, notamment, c'est que, un personnage peut être totalement obnubilé par ce qui se passe dans sa vie. Du coup, il peut sortir plus ou moins de l'interaction de groupe, ou du coup, il y a des alliances qui se forment parce que il y a des rancœurs, il y a des choses comme ça. Il y a ce côté extrêmement vivant qu'il faut pas oublier. Un personnage a une vie en dehors du groupe et en dehors de la quête, entre guillemets. Tout à fait. Il a une volonté, il a un ou des objectifs, mais qui sont pas forcément effectivement liés à la quête. La quête peut être juste le problème du moment, mais la quête ou l'objectif final, sans sortant de la fantaisie. Il y a également des moyens, c'est-à-dire ce qui va nourrir la façon dont il va se comporter, se réagir avec les autres et réagir avec l'objectif. Ça peut être une façon extrêmement dense de démontrer ce que le personnage est. De façon beaucoup plus, ça nous ramène à l'épisode Show Don't Tell de la saison 1, je crois, de façon beaucoup plus riche et beaucoup plus intense par l'exemple, plutôt que par la bête description. Puis il peut y avoir des personnages qui sont absolument pas d'accord sur la manière de résoudre quelque chose, il peut y avoir des jeux justement d'accords, désaccords, d'alliances, de trahison, il y a toutes ces choses-là qui peuvent... Et c'est là où c'est le plus intéressant, en fait. Oui, exactement. D'ailleurs. Et puis ça trahit, j'allais dire, ça trahit une certaine idéologie, c'est-à-dire que quand on développe des personnages uniquement dans le conflit, en fait, ça trahit un rapport au monde conflictuel. Quand on oppose la coopération au conflit ou à la notion d'autorité, là on est, je trouve, plus dans une complexité du monde, dans un rapport plus complexe au monde. Voilà. En fait, ça, je trouve que ça
que ça oriente aussi un certain type de fiction, la façon dont les groupes sont pensés. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Pour revenir à ce que tu disais aussi sur le piège de tout à l'heure, justement d'éviter de multiplier les personnages, il y a aussi un autre truc que ça entraîne, c'est que plus on a de personnages, plus on a de promesses narratives. Et plus on a de promesses narratives, il va falloir à un moment les payer et les conclure. Et à un moment, le récit peut tout à fait s'écrouler sous le poids. Ou souvent les personnages s'engloutissent eux-mêmes dans la fiction dont on n'en entend plus parler d'une certaine manière. Oui. Un autre danger aussi, entre guillemets, c'est que les personnages, en se complexifiant, finissent par se ressembler par leur complexité même, en fait. C'est-à-dire qu'ils perdent l'instance qu'ils représentaient au début. Le côté clairement reconnaissable et le côté ça aussi c'est paradoxal parce que on recherche toujours des personnages de plus en plus complexes. C'est ça qui est intéressant aussi de les enrichir. Mais dans un groupe en fait, ça peut aussi poser problème de reconnaître en fait les personnages et au final ils peuvent faire des choses redondantes. Et voilà. Donc le danger c'est qu'ils finissent par être interchangeables par leur complexité même. Donc on navigue entre le danger de la caricature et le danger de l'uniformisation. Il y a une chose, alors ça dérive légèrement par rapport à ça. Il y a une chose que j'aime beaucoup à partir du moment où on a un groupe de personnages, c'est jouer sur les points de vue. Et par exemple, je traduisais à une époque une série de romans de Kelly Armstrong que j'avais trouvé très intéressante parce que pratiquement dans chaque roman, elle changeait de narrateur, de narratrice en l'occurrence, c'était toujours des femmes. Et à chaque fois, c'était un personnage qui était secondaire au départ, qui là venait au premier plan. D'un seul coup, on avait sa vision de tout le reste, sa vision des autres personnages, et ça enrichissait l'univers, et ça enrichissait les relations parce que finalement, on n'était plus dans une narration... j'allais dire monolithique. Ouais, on va presque nous ouvrir une boîte de Pandore, mais ça va dans le sens que finalement, il n'y a pas de personnage secondaire. Il y en a peut-être par rapport à l'intrigue, mais ça veut dire que même un personnage secondaire doit avoir un soin certain auquel on doit lui attribuer une volonté, des moyens, un passif. Le passif dictant en général le rapport au monde et donc la manière dont on va l'aborder et le rapport avec les autres personnages. Sur la complexité aussi des groupes... je pense, si je résume un peu ce que tu disais, Laurent, est-ce que c'est le fait que un groupe étant un ensemble d'éléments qui sont des personnages, la complexité se découle justement simplement de l'interaction de ces éléments-là. Ils n'ont pas besoin d'être complexes individuellement pour que ça fonctionne et qu'au contraire ça nuit à la clarté de lecture. Oui, en fait, on peut varier les deux, j'allais dire. Oui. Souvent, on a l'un ou l'autre, en fait. On a rarement les deux parce que ça devient ingérable en fait, au bout d'un moment. Mais encore une fois, c'est plus à partir de 3 personnages, on a déjà une infinité de variations en réalité. Oui, complètement. L'avantage des groupes larges, c'est que ça étend l'univers d'une manière générale. Le groupe reflète le monde aussi, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier et que plus le groupe est large, c'est aussi une manière de dire l'univers est large aussi, en fait. C'est sur la notion de conflit, parce que c'est un truc sur lequel il faudra qu'on parle probablement plus en détail, mais quand il y a du conflit dans un groupe, c'est aussi que c'est avoir comme un désaccord, mais pas quelque chose de frontal ou un affrontement. Vraiment, j'ai noté dans mes notes, une engueulade, ça marche pas à plus de 2. 2 personnes peuvent s'engueuler, mais 3 ça marche plus, et 5 c'est même pas la peine. En général, s'il y a un affrontement, il y a toujours 2 camps, il y a des gens qui vont se rallier plus à l'un, plus à l'autre en fonction de leurs affinités, mais déjà là-dedans, il peut y avoir une divergence sur la manière de procéder. Et c'est ces divergences-là qui font le sel d'un groupe, je pense. Alors, pour terminer, une petite citation, alors ça c'est un peu amusant, en fait, on est allé très au-delà de l'écriture. C'est une citation de Susan Gerke qui est responsable du développement du leadership chez IBM, mais qui nous dit quelque chose qui peut être utile, puisqu'elle nous parle de management. Elle nous dit: le conflit est inévitable dans une équipe. En fait, pour construire des solutions en synergie, il faut toute une variété d'idées et d'approches. Ce sont les ingrédients du conflit. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez, écrire.